Donc nous voici pour la deuxième partie donc, de cette vidéoconférence sur la Seconde Guerre mondiale, avec en séance 3 comment s'est déroulée la marche à la guerre. Donc il faut d'abord en grand 1 revenir sur le contexte économique, avec bien sûr la crise économique des années 30. Donc celle-ci débute aux États-Unis avec le célèbre krach boursier à Wall Street en octobre 1929, ce qu'on va appeler le jeudi noir. Donc les causes, c'est surproduction industrielle et aussi la spéculation boursière. En clair, des magouilles boursières. Le système finit par s'effondrer comme un château de cartes et des faillites s'enchaînent aux États-Unis, tandis qu'un chômage de masse apparaît. Et donc la crise va s'étendre durablement en Europe et d'abord en Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de capitaux américains en Allemagne, et comme les Américains vont retirer leurs billes, l'Allemagne va connaître une crise économique très importante, sachant qu'elle avait déjà dû encaisser dans les années 20 la crise économique et financière suite aux réparations dues dans le cadre du traité de Versailles. Donc la France, la Grande-Bretagne vont également être touchées. La France notamment va atteindre la barrière symbolique du million de chômeurs en 1932-33. Et donc voilà, cette crise va vraiment accélérer la marche à la guerre et notamment la prise du pouvoir par les nazis en Allemagne. Ça, c'est assez clair. En grand 2, revenons rapidement sur la guerre d'Espagne. Alors, il faut savoir que l'Espagne a longtemps évidemment été une monarchie, qu'elle est devenue une république au début du XXe siècle, sauf que de 1936 à 1939, une guerre civile oppose les républicains, donc on dirait plutôt la gauche, qui a remporté les élections, aux nationalistes, on dirait les conservateurs ou l'extrême droite, voire parfois même on pourrait les qualifier presque de fascistes parfois, donc ils sont menés par le général Franco, qui était d'ailleurs stationné au départ au Maroc, et qui va, avec ses troupes, marcher contre les républicains, sachant que Franco reçoit l'appui militaire de l'Italie de Mussolini et de l'Allemagne d'Hitler, qui envoie des troupes et des aviateurs notamment combattre les républicains, qui eux d'ailleurs reçoivent aussi l'appui de volontaires internationaux. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les démocraties européennes, donc français et britanniques, ne réagissent pas. Et on peut considérer que c'est voilà, la répétition générale de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est aussi l'occasion pour l'armée italienne et l'armée allemande de tester leur armement et leur technique militaire, notamment les bombardements aériens. Et donc en 1939, euh, l'Espagne devient une dictature, donc qui est dirigée par Franco. On pourrait la qualifier, selon certains historiens, de fasciste, en tout cas voilà, très conservatrice, très voilà, pro-catholique, les valeurs traditionnelles. Sauf que l'Espagne va être neutre, officiellement en tout cas, pendant toute la durée de la Deuxième Guerre. Et Franco qui sera au pouvoir tout de même jusqu'en 1975. Il va voilà, régner pendant 40 ans sur l'Espagne, on le sait. En grand 3, voyons l'expansionnisme allemand. Alors on avait bien vu le concept de pangermanisme. Et donc en 1938, l'Allemagne annexe ni plus ni moins l'Autriche, ce qu'on appelle l'Anschluss. Alors bon, je vais pas revenir sur le contexte parce que voilà, ce sera un petit peu long et compliqué, mais bon, en tout cas, voilà, l'armée allemande envahit, mais sans tirer un seul coup de feu. Elle est accueillie par une majorité d'Autrichiens avec des fleurs, on dira. Et c'est la réunion totale de l'Allemagne et de l'Autriche, sachant, je rappelle quand même que Hitler, au départ, est autrichien. Ensuite, il prendra la nationalité allemande. La même année, en 1938, l'Allemagne annexe une région de Tchécoslovaquie qui s'appelle les Sudètes. Alors le prétexte étant de réunir dans un même État tous les germanophones, parce que dans les Sudètes, il y a une large population qui parle allemand. À voir qu'il y a aussi un prétexte économique, comme souvent, c'est que les Sudètes, c'est une région très industrielle, avec notamment des usines Skoda, qui est toujours évidemment un groupe tchèque, mais voilà, un groupe sidérurgique, automobile, donc c'est des productions de tanks également, de chars d'assaut. Donc c'est évidemment aussi une belle prise économique pour les Allemands. Sauf que là, les Français et les Anglais ne réagissent pas, et c'est là vraiment la grande erreur des Alliés.
c'est qu'ils ont laissé faire l'Allemagne, alors que l'Allemagne n'était pas prête militairement encore à l'époque. Sachant que la Tchécoslovaquie était normalement protégée, garantie par des traités. Donc les Français et les Anglais avaient tout à fait été dans leur bon droit de déclarer la guerre à l'Allemagne, hein. Sauf qu'en fait, ils vont vouloir s'entendre pacifiquement avec Hitler. Ils se disent, bon, il a annexé l'Autriche, il a annexé les Sudètes, c'est l'espace vital tant voulu par le pan-germanisme, il va s'arrêter là. C'est les fameux accords de Munich, où là, bah, carrément, on peut le dire, c'est quand même assez étonnant de noter, mais bon, Chamberlain, donc Premier ministre anglais, Daladier, Premier ministre français, rencontrent Hitler et Mussolini, hein, sachant que c'est Mussolini qui avait voilà, œuvré une conciliation. Enfin voilà, les 4 grands dirigeants se réunissent, et Chamberlain et Daladier vont voilà, serrer la main à Hitler, vont le rencontrer, et signer des accords. Donc il laisse à Hitler les mains libres en Tchécoslovaquie contre une promesse de paix. Sauf qu'évidemment, Hitler a compris la faiblesse des démocraties, voire leur lâcheté, voire leur complaisance, hein. Chamberlain a été assez fasciné par Hitler, faut le savoir. Et en tout cas, donc en 1939, la Tchécoslovaquie est totalement démembrée. C'est-à-dire que tout le pays, toute la Tchécoslovaquie est annexée, ni plus ni moins, au Reich allemand. Donc voilà, un pays est rayé de la carte, sans que les Alliés ne réagissent. Et la même année, l'Allemagne et l'Italie forment officiellement une alliance militaire, ce qu'on va appeler le pacte d'acier. Alors parfois on dit l'Axe aussi, hein, l'Axe avec une majuscule, hein, l'Axe entre Berlin, Rome et Tokyo également, évidemment les Japonais, pour nous qualifier l'alliance des régimes totalitaires. Alors autre date clé également, sur lesquelles on pourrait aussi longtemps développer, c'est en août 1939, le fameux pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS. Alors c'est pas simplement un pacte de non-agression, c'est aussi un programme de coopération économique. En clair, les soviétiques donnent du blé, les Allemands donnent de l'acier en échange. Alors, il y a beaucoup de théories là-dessus. Est-ce que c'est vraiment une alliance contre la démocratie? Est-ce que c'est pour Staline gagner du temps pour se préparer? Est-ce que c'est pour Hitler déjà la volonté d'attaquer l'Ouest avant l'Est? Enfin voilà, il y a beaucoup de théories, beaucoup d'explications. Voilà, c'est quand même un fait très important parce qu'on peut supposer que l'Allemagne et l'URSS sont des ennemis. On le verra évidemment en 41, ils vont se livrer quand même la plus grande guerre de tous les temps. Mais enfin, en tout cas, voilà, au départ, Hitler et Staline veulent gagner du temps, en fait. Et il y a peut-être la volonté d'abord pour Hitler de marcher sur la Pologne tranquillement sans que les soviétiques réagissent. Hein, parce qu'on a bien compris que Hitler veut d'abord voilà, étendre l'espace vital et conquérir la Pologne, et donc ils vont partager le pays en vertu d'une clause secrète. C'est-à-dire que bon, voilà, le pacte de non-agression est public, mais il y a un accord qui est secret, qui est un accord qui prévoit plus tard, et ce qui va arriver, hein, le partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'URSS. Et dans le même temps, Staline obtient des gains territoriaux, notamment les Pays-Baltes, hein, donc Estonie, Lettonie et Lituanie, qui sont annexés par l'URSS. Et ce pacte a un fort retentissement parmi les démocraties occidentales, parce que là, on sent venir pour le coup vraiment venir la guerre. Donc, je développe pas, mais je vous dis, le pacte de non-agression mériterait un cours complet. Et donc on a bien compris qu'Hitler a dès lors les mains libres pour tourner ses ambitions vers la Pologne, avec pour prétexte de récupérer le corridor de Danzig, hein, qui est un petit couloir de territoire, hein, sachant qu'il y a un bout de l'Allemagne qui est séparé du reste de l'Allemagne. Je vous renvoie plutôt à une carte pour que ce soit plus clair. Mais enfin voilà, en tout cas les Allemands veulent récupérer le port de Danzig, hein, qui est un port stratégique sur la mer Baltique. Et sans déclaration de guerre, le 1er septembre, l'armée allemande envahit l'ouest de la Pologne, tandis que quelques jours plus tard, l'armée rouge envahit l'est de la Pologne. Donc la Pologne n'existe plus en tant que telle, hein, pendant les années de la guerre. La Pologne est partagée au départ entre les Allemands et les Soviétiques. Et là, bah, pour le coup, les Français et les Anglais font face à la réalité, on pourrait dire, et déclarent la guerre à l'Allemagne, alors même que d'ailleurs Hitler ne pensait pas que ça allait être le cas. Ça c'est intéressant de le noter. C'est bien la France et le Royaume-Uni qui déclarent la guerre à l'Allemagne. Hitler pensait pouvoir refaire le coup de la Tchécoslovaquie, mais là, Français et Anglais finissent par consentir à déclarer la guerre. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que Hitler ne s'attendait pas à ça. Et c'est intéressant de noter parce que, bon, c'est facile de faire de l'histoire-fiction des années après, mais on aurait pu imaginer que les Français et les Anglais attaquent tout de suite l'Allemagne, pendant que l'armée allemande était en Pologne, hein. Elle ne pouvait pas mener à l'époque une guerre sur deux fronts. L'armée allemande n'était pas capable
de faire face à une armée française qui était considérée comme la meilleure armée d'Europe, en tout cas, hein, faut bien le voir. Et donc voilà, les Français et les Anglais vont pas profiter de l'effet de surprise, ils vont attendre pendant plusieurs mois ce qu'on appelle la drôle de guerre. Voilà. On va rentrer donc là dans le vif du sujet, pour ainsi dire, avec la guerre proprement dite, avec en séance 4, comment l'Axe est-il victorieux de 1939 à 1942. Donc l'Axe, c'est bien sûr l'alliance entre les Allemands, les Italiens et les Japonais, plus d'autres pays alliés, hein, en Europe. Alors, en grand 1, d'abord la guerre éclair, ce qu'on appelle en allemand la Blitzkrieg. Donc, en premier point, voyons l'invasion de la Pologne. Donc, le 1er septembre, la Pologne est envahie par l'armée allemande. On l'a vu le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Alors, l'armée polonaise, courageuse, hein, va quand même résister plusieurs semaines. Varsovie est rasée, rayée de la carte par les bombes, par l'aviation allemande, tandis que la partie est de la Pologne est annexée par l'URSS, hein, en application du pacte germano-soviétique. Et donc la Pologne capitule le 21 septembre, et il y a un gouvernement qui va réussir à s'enfuir, hein, et à s'installer à Londres. Hein. Donc il y aura quand même une résistance polonaise qui est à noter pendant la Deuxième Guerre mondiale, et la Pologne qui sera bien sûr le lieu principal des camps de concentration et d'extermination. Hein, on y reviendra bien évidemment. Hein, on le sait, hein, les 3/4 de la population juive de Pologne sera exterminée. Donc en petit 2, voyons la drôle de guerre. Alors les Alliés décident d'abord de mener une guerre défensive. En clair, protéger les frontières françaises. Ils ne vont pas attaquer l'Allemagne voilà, alors ils auraient pu. Les Français se replient derrière une ligne défensive qui s'appelle la ligne Maginot, hein, du nom d'un ministre qui a fait construire une ligne de fortification extrêmement moderne à la frontière allemande. Cette ligne ne va pas jusqu'à la frontière belge, hein, la Belgique étant un pays neutre, mais la Belgique est quand même défendue par des troupes, hein, des troupes d'élite, on dira, anglaises et françaises, donc ils n'ont pas laissé totalement la Belgique, évidemment, sans défense. Et les Alliés décident plutôt de mener des batailles périphériques, donc en dehors, on va dire, du front principal. Et il faut le savoir quand même, c'est une victoire à mettre au crédit des Alliés, en avril 40, il y a un port norvégien, le port de Narvik, qui est occupé par les Alliés. Alors c'est un port stratégique parce que c'est depuis ce port en Norvège que les Allemands s'approvisionnent en fer qui vient de Suède, donc à la frontière évidemment de la Norvège. Alors, cette drôle de guerre va durer jusqu'au printemps 40, parce que là, les Allemands vont finir par attaquer, avec leur stratégie qui a déjà été bien testée en Pologne, ce qu'on appelle la guerre éclair. Alors, c'est l'idée évidemment de jouer sur la vitesse, l'encerclement, et c'est aussi l'idée de concentrer dans un même point du front un maximum de troupes. Donc, en clair, c'est un peu un coup de poker, parce que voilà, on dégarnit une partie du front, mais on met un maximum sur un point précis du front. Donc quand on parle de Blitzkrieg, c'est bien sûr d'abord les troupes blindées, donc des chars plutôt rapides, voilà, avec des radios, voilà, donc ils peuvent communiquer. Donc voilà, ils n'ont pas forcément des chars excellents, mais en tout cas très bien commandés au début de la guerre. On a aussi une infanterie motorisée, donc l'infanterie sur des véhicules, donc qui peut suivre bien sûr les véhicules, et aussi une aviation. Et donc les Allemands vont concentrer ces 3 armes sur un seul point du front, alors que les Français, eux, ont d'ailleurs même plus de chars et des meilleurs chars que les Allemands, mais ils vont les disperser tout le long du front. Hein, donc c'est bien ça, hein, qu'il faut retenir dans le concept stratégique de la Blitzkrieg, la guerre éclair. Et donc le 10 mai 40, l'armée allemande attaque simultanément la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et le nord de la France. Alors il y a une résistance quand même des Alliés assez importante en Belgique, hein, mais bon, Belgique et Pays-Bas finissent par tomber. Et les blindés allemands percent, on pourrait dire le point faible de la cuirasse française, hein, c'est dans les Ardennes, qui est en fait donc à la frontière entre la Belgique et la France, non loin de Sedan. Alors les Ardennes, qui est un massif plutôt voilà, montagneux, avec des forêts, et donc les Alliés n'avaient pas placé beaucoup de troupes là, en se disant que les blindés allemands ne pouvaient pas passer par des forêts. Et ben mal leur a pris, parce que les blindés allemands relativement légers parviennent à traverser les Ardennes et à encercler les Alliés qui sont en Belgique. Et donc ils prennent à revers la ligne Maginot. Donc les soldats de la ligne Maginot se sont rendus sans même tirer un coup de feu, parce que les Allemands les encerclent. Et donc en point 4, la capitulation de la France.
Donc le 17 juin, le maréchal Pétain devient président du Conseil, donc il est appelé au gouvernement, et très rapidement, hein, il conclut l'armistice avec l'Allemagne, donc un cessez-le-feu. Hein, on y reviendra quand on fera la France pendant la guerre. Et le 18 juin, le général de Gaulle lance son fameux appel à la résistance depuis Londres. Enfin, en tout cas, retenez que c'est bien le maréchal Pétain qui conclut l'armistice avec l'Allemagne et qui, ensuite, dans les semaines qui viennent, va lancer la collaboration d'États. On y reviendra comme je l'ai dit. En point 5, voyons la bataille d'Angleterre. Alors, il ne reste plus qu'un ennemi, on va dire, à l'ouest, c'est bien sûr les Anglais. Et Hitler a un projet un peu fou, on dira, un peu comme Napoléon à l'époque, c'est de débarquer en Angleterre. Et pour ce faire, il va lancer une offensive aérienne à l'été 40, en visant d'abord les bases militaires ou les bases aériennes. Sauf que Hitler va faire un mauvais choix, c'est qu'il va finir par ordonner à l'aviation de bombarder les villes, pour briser le moral des civils. Et il va faire bombarder de très nombreuses villes du sud de l'Angleterre, notamment Londres, sauf que c'est contre-productif, parce que ça va unir le peuple anglais derrière leur Premier ministre, très, très volontariste, hein, qui est bien sûr Winston Churchill, qui a donc remplacé Chamberlain, qui était quand même très conciliant avec Hitler. Churchill qui était déjà ministre et général pendant la Première Guerre mondiale, donc il a une longue expérience. Et l'aviation britannique finit par remporter la victoire contre l'aviation allemande à l'été 40. Hein. Donc c'est la fameuse bataille d'Angleterre, on pourrait considérer comme la bataille aérienne la plus stratégique de l'histoire, sachant qu'il y a aussi des volontaires français, tchécoslovaques, polonais, ou même américains, qui se battent dans l'aviation britannique. En point 6, voyons l'invasion des Balkans, donc le sud de l'Europe. Donc Hitler a évidemment pour projet de marcher vers l'Est, hein, c'est le grand projet pan-germaniste, hein, ça c'est clair, il veut conquérir un espace vital à l'Est, et pour ce faire, il a besoin déjà d'avancer en Yougoslavie et en Grèce, qui sont deux pays alliés du Royaume-Uni. Donc ces deux pays sont envahis, occupés, il faut le savoir parce qu'on a tendance parfois à l'oublier, mais il y a eu des combats très durs, et notamment une résistance farouche anti-nazie, en Yougoslavie et en Grèce. Alors, point 7, voyons les États satellites du Reich, parce que l'Allemagne n'est pas seule, elle a quelques alliés en Europe, donc ce sont des dictatures, hein, clairement. Donc on a la Hongrie, la Slovaquie, donc qui va être détachée en fait du reste de la Tchéquie, hein, qui est donc intégrée à l'Allemagne, la Bulgarie et la Roumanie. Donc ça fait quand même des États qui peuvent livrer des troupes, mais aussi des matières premières, sachant qu'à l'époque, il y a des champs de pétrole en Roumanie, en mer Noire. Et ils vont donc fournir des troupes en vue de l'invasion de l'URSS. Donc point 8, dernier point de cette séance, la guerre à l'Est. Donc le 22 juin 1941, Hitler, on va dire, balaye le pacte de non-agression et envahit, sans déclaration de guerre, l'URSS, c'est ce qu'on appelle l'opération Barbarossa. Donc là, Staline ne s'y attend pas, c'est une très mauvaise surprise pour lui, parce qu'il pense que Hitler va respecter le pacte. Donc l'URSS est envahie, hein, l'Ukraine et la Biélorussie sont occupées, l'armée russe va être, ou soviétique, va être balayée hein, par la Blitzkrieg, des millions de soldats seront faits prisonniers, et en décembre 1941, l'armée allemande arrive aux portes de Moscou, et commence le siège de Leningrad, hein, qui s'appelle aussi bien sûr Saint-Pétersbourg. Alors, l'armée allemande est arrêtée aux portes de Moscou en décembre. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'hiver russe absolument terrible. On a des températures hivernales de moins 40, donc l'essence gèle, les soldats meurent de froid. Sachant également que Staline va amener des renforts de Sibérie, parce que Staline craignait à un moment aussi le Japon. Et Staline comprend par des espions en fait que les Japonais vont pas attaquer la Sibérie, et donc ça va permettre à Staline de mettre le paquet contre les Allemands, et Moscou ne tombera jamais. Et c'est ensuite, on verra, pendant 3 années, les contre-offensives de l'armée rouge pour libérer l'URSS. Voyons en grand 2 la mondialisation du conflit. Alors d'abord, il y a un front important, c'est le front africain, hein, sachant, on imagine bien que l'Afrique était en grande partie colonisée par les Européens. Et donc en 1940, depuis la Libye, les Italiens attaquent l'Égypte, hein, qui est un protectorat anglais, avec pour objectif d'avancer vers les champs de pétrole d'Arabie. On voit aussi que Mussolini se prend un peu pour un empereur romain, hein, il veut voilà, faire des conquêtes en Égypte, donc c'est voilà, le prestige de l'Égypte.
Sauf que les Italiens sont défaits par les Britanniques, et Mussolini doit appeler à l'aide Hitler, donc ce qui va faire disperser les forces allemandes, parce que Hitler va devoir envoyer des troupes d'élite en Afrique du Nord, commandées par un général très connu, qui est considéré peut-être comme un des meilleurs généraux allemands, anti-nazi d'ailleurs, parce qu'il va à un moment tremper dans une tentative d'assassinat d'Hitler, et il sera d'ailleurs contraint en suicide. Il s'appelle Rommel, hein, le renard du désert, qui est très connu pour le coup. Alors celui-ci va remporter plusieurs victoires, la guerre du désert, hein, contre les Britanniques, avant d'être stoppé en juin 1942 à la bataille d'El Alamein. Donc on est là en Égypte, et on peut considérer ça comme la première grande victoire terrestre des Alliés, hein, du conflit. Hein. Donc en juin 1942, victoire britannique à El Alamein, sachant qu'il y a aussi des troupes françaises, hein, qui se battent avec les Anglais. Troupes françaises, mais bon, qui comprennent aussi des troupes marocaines et algériennes. Donc en petit 2, voyons l'impérialisme japonais. Alors, je pourrais développer longtemps, mais je vais faire court. Mais le Japon est bien un empire, hein, voilà, c'est une monarchie absolue, avec un roi de rang divin, hein, qui est donc dirigé par un empereur qui s'appelle Hirohito, qui est assez jeune, donc qui est un peu la marionnette, on va dire, des militaires, notamment d'un général qui s'appelle Tojo, hein, le général Tojo, qui est voilà, le grand chef du Japon. Et donc depuis le XXe siècle, le Japon occupe la Corée. En fait, le Japon a un problème, c'est qu'il manque de matières premières, il manque de place. Et donc les Japonais veulent conquérir un espace vital, hein, en Asie. Et donc en 1931, les Japonais, donc depuis la Corée, occupent le nord de la Chine, hein, la Mandchourie, on est au nord de Pékin, qui est une région très riche en matières premières, notamment en charbon. Et ensuite, les Japonais se rapprochent de l'Allemagne, alors même que Japonais et Allemands étaient ennemis pendant la Première Guerre. Hein. Les Japonais étaient alliés des Français et des Anglais pendant la Première Guerre. Bon bref. En tout cas, les Japonais et les Allemands signent un pacte anticommuniste officiellement. Voilà, ils veulent lutter contre la propagation communiste, en clair un pacte anti-soviétique, ce qu'on appelle le pacte anti-Comintern, en 1936. Alors le Comintern, je reviens, c'est un mot russe qui veut dire international communiste. Donc c'est un mouvement politique fondé en 1919 par Lénine, qui vise en fait à réunir tous les partis communistes, hein, toutes les rébellions communistes dans le monde, pour réussir la révolution mondiale. Et c'est ce qu'on va appeler plus tard ensuite d'ailleurs l'Axe, hein, l'Axe entre Berlin et Tokyo. Et en 1937, le Japon se lance à la conquête du littoral chinois, avec la prise notamment de Shanghai. Je fais une parenthèse, mais c'est une guerre un peu oubliée, mais bon, je vous le dis d'emblée, on y reviendra. Mais l'occupation de la Chine a été absolument terrible. On évalue à 20 millions de morts parmi les Chinois. Hein, n'oublions pas, 20 millions de Chinois tués par les Japonais. Sachant qu'il y avait aussi un côté guerre raciale. Hein. Les Japonais s'estimaient un peu comme les Allemands, une race dite supérieure. Bon, on y reviendra. En tout cas, il faut le voir aussi, c'est intéressant, c'est que des colonies, on va dire, occidentales, donc françaises et anglaises, sont occupées par les Japonais. La France, évidemment, en 40, n'a pas les moyens de s'opposer au Japon, elle est en guerre contre l'Allemagne, et l'Indochine française, donc le Vietnam, le Laos et le Cambodge, hein, est occupée en 1940. Et là, les Américains commencent à bouger. Là, les Américains, d'ailleurs, bon, qui sont quand même bien implantés, notamment dans les Philippines, hein, voilà, les Philippines, c'est un État sous protection américaine, mais enfin, en tout cas, les Américains commencent à s'inquiéter sérieusement de l'impérialisme japonais, et les Américains vont ordonner un embargo sur le pétrole, hein, c'est-à-dire ils vont empêcher l'approvisionnement en pétrole des Japonais, qui ont évidemment énormément besoin de cette ressource, sans qu'ils n'ont pas une goutte de pétrole sur leur sol. Et ça va être, on va dire, le prétexte pour les Japonais d'attaquer les Américains, hein, ce qu'on va appeler la guerre du Pacifique, qu'on va voir tout de suite en point 3. Donc l'aviation japonaise détruit une partie de la flotte américaine, donc qui est stationnée à Pearl Harbor, donc c'est le port d'Honolulu, donc on est là à Hawaï, hein, donc une île du Pacifique, hein, bien sûr, donc le 7 décembre 1941, donc là, sans déclaration de guerre, les Japonais détruisent une partie de la flotte américaine. Bon, heureusement, il y a pour les Américains quelques porte-avions qui étaient en mer et donc qui n'ont pas été détruits. Enfin, en tout cas, voilà, symboliquement, c'est quand même une défaite américaine, surtout que les Américains voilà, n'étaient pas préparés. Alors certains disent que voilà, Roosevelt, les Américains étaient au courant que les Japonais allaient attaquer, ils se sont laissés faire pour donner un prétexte de déclarer la guerre. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les théories historiographes. Donc en tout cas, le lendemain, les Américains déclarent la guerre au Japon, et du coup, en solidarité, l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis. Donc c'est important parce que du coup, au départ, les Américains ne voulaient pas forcément intervenir tout de suite en Europe. Bon, il y a bien un jour où ils seraient intervenus, certes, mais voilà, ils voulaient d'abord battre les Japonais. Et comme l'Allemagne lui déclare la guerre, les Américains vont aussi
entrer dans le conflit européen, et ce qui finalement causera la défaite de l'Allemagne nazie. Alors là, l'armée américaine n'est pas prête, hein, la flotte américaine, l'aviation américaine n'est pas prête en 1942 à faire face à l'invasion japonaise, et donc les Japonais ont les mains libres pour occuper toute l'Asie du Sud-Est et prendre pour eux toutes les colonies occidentales. Alors évidemment, ils ont beau jeu de dire, bah vous voyez, hein, on libère les colonies des méchants Européens, etc. Bon, évidemment, on remplace un impérialisme par un autre. Donc la Malaisie, Singapour, les Philippines, on avait déjà aussi parlé de l'Indochine, sont occupés à l'issue de combats durs hein, par les Japonais. Et donc on verra en point 4 l'entrée en guerre des États-Unis. Alors, il faut bien voir, avant même la déclaration de guerre, les Américains soutiennent économiquement dès 1939 l'effort de guerre du Royaume-Uni en fournissant du matériel. Et il y a même un accord économique, hein, ce qu'on appelle l'accord pré-bail, qui accorde dès 1941 des prêts ou des dons d'argent ou de matériel aux Britanniques. Et en 1942, le gouvernement américain va mettre en place un programme économique considérable, hein, ce qu'on appelle le Victory Programme, qui vise à mobiliser l'ensemble de l'appareil industriel. En clair, les usines Ford ou Chrysler ne vont plus produire des voitures, mais des chars. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, hein, mais la victoire américaine finale, c'est d'abord une victoire de l'appareil militaro-industriel. Je m'arrête pour cette deuxième vidéo, et je vous dis à bientôt.